Bonsoir à tous. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est dans le fond de revisiter cet arbre, qui n'est pas un arbre d'ailleurs, qui est une succession de blocs qui montrent l'expansion chronologique de différentes espèces d'hominines. Donc de revisiter ce faux arbre pour, dans le fond, discuter des points qu'on a étudiés au cours des rencontres précédentes. Alors, c'est pas, enfin, j'ai eu quelques difficultés en préparant ce cours parce que, évidemment, j'ai traité en détail de la plupart de ces groupes d'hominines fossiles. Et je pense que les cours qui concernent Néandertal, Denisovien, Flores, Homo erectus, etc., les Australopithèques, doivent bien représenter 3 ou 4 ans de cours du Collège de France mis bout à bout. Donc, évidemment, ça va être très difficile de contracter en une heure, un peu plus d'une heure et demie, 3 ans de cours ou 4 ans de cours. Je pense que ça pourrait être assez indigeste. Donc, plutôt que de me lancer dans cette espèce de résumé, ce que je voudrais faire plutôt, c'est regarder certains points en fait, de cet arbre pour les discuter, dans le fond, à la lumière de tous ces processus dont on a parlé, de spéciation, d'évolution des espèces, de différenciation des espèces. Est-ce que c'est allopatrique? Est-ce que c'est sympatrique? Est-ce que c'est une anagénèse? Est-ce que c'est une cladogénèse? Et je pense que c'est intéressant de le faire parce que ça va vous montrer, dans le fond, quels sont les problèmes du quotidien des paléoanthropologues quand ils ont à se débattre avec des fossiles et, en fait, décider de comment les ranger dans une taxonomie et comment reconnaître des relations phylogénétiques. Et vous allez voir que c'est un quotidien assez tourmenté. On va commencer par les formes les plus anciennes. Donc, ce sont des hominines, en tout cas, presque tout le monde est d'accord pour les ranger dans les hominines. Ce sont des formes qui présentent en gros 2 caractéristiques qui font qu'on les rattache aux hominines. D'abord, elles sont bipèdes, alors avec plus ou moins de certitude, ça dépend des espèces dont on parle. Et puis ensuite, elles présentent des caractères dentaires, en particulier une réduction des canines et la disparition, alors pas complètement achevée au début, mais qui se fait très très vite, la disparition d'un couple de dents prémolaire inférieure, canine supérieure, qui fonctionne un peu comme un aiguisoir en fait. Et évidemment, on attache beaucoup d'importance à ces caractères parce que ce n'est pas juste un petit détail de l'anatomie dentaire, ça traduit aussi quelque chose sur le plan comportemental. C'est en fait, on pense, la preuve d'une réduction du niveau d'agressivité entre individus, surtout entre mâles, et donc une forme d'organisation sociale, même de mode de reproduction différent de ce qu'on trouve chez les grands singes, puisque tous les autres grands singes ont ces canines très développées, ces caractères dentaires, qui font que d'ailleurs dans le passé, on séparait ce qu'on appelait les pongidés des hominidés. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc on parle de trois genres, Chadanthropus, Aurorine et Ardipithecus, vous voyez, qui couvrent une période de temps assez grande. Hein. En gros, on va de un peu 7 millions d'années à 4 millions d'années, donc c'est très très long. Et évidemment, quand on regarde cet arbre, on est tout de suite frappé par le fait qu'il est très très riche dans sa partie supérieure et puis très dégarni dans sa partie inférieure. Et ça traduit probablement pas le fait qu'il y avait peu d'espèces au début,
parce qu'en fait, on sait que... alors, les hominines, on ne sait pas trop où ils étaient au Miocène, enfin, on n'en a pas beaucoup, mais d'une façon générale, au Miocène, les hominoïdes, c'est-à-dire le groupe qui rassemble les hominines, les ancêtres des hominines et les ancêtres des grands singes actuels, et puis d'autres formes qui ont disparu, c'est un groupe qui est extrêmement riche, qui est foisonnant d'espèces de façon extraordinaire. Et disons à une échelle globale, ce à quoi on assiste depuis le Miocène, c'est une réduction en fait progressive du nombre de nominoïdes, et puis au contraire le succès de plus en plus grandissant d'un autre groupe de primates qui sont les sarcopithécoïdes, les macaques, les babouins dont on a parlé, qui eux, si je peux dire, envahissent tout un tas de milieux. Donc il nous manque beaucoup, dans le fond, d'informations sur l'évolution des hominines pendant cette période de temps. On a peu d'espèces qui ont été reconnues. Et puis surtout, on a un matériel qui est extrêmement fragmentaire. Alors, évidemment, on a ce crâne de Sahelanthropus qui est relativement complet, même s'il est très, très déformé. Mais ça va être vrai aussi pour Aurorine. C'est surtout dans le fond des restes dentaires. Alors dans le cas de Sahelanthropus, assez peu de matériel postcrânien. Et donc ça rend un petit peu compliqué la comparaison entre ces différentes espèces. Mais enfin, chez Sahelanthropus, on trouve des caractères dentaires, ceux que je vous décrivais, hein, qui sont des caractères qu'on considère comme des caractères d'hominines. Alors pour ce qui est de la bipédie, en gros, les arguments reposent surtout sur la position du foramen magnum sous le crâne, mais c'est quelque chose qui a été discuté, contesté par d'autres auteurs, et puis l'affaire a rebondi récemment avec la découverte, enfin plutôt la redécouverte d'un fémur qui avait été ramené avec le reste du matériel en Europe, et donc ce fémur, c'est un sujet de débat parce que certains le voient plus bipède que d'autres, je dirais. Donc à côté de Sahelanthropus, et alors un peu plus tard dans le temps, on a Aurorine. Alors Sahelanthropus, c'était le Tchad, Aurorine, c'est le Kenya. Donc ça vient d'une formation qu'on appelle la formation de Lucaino, trouvée dans plusieurs sites, en particulier dans le district de Baringo. Et on a, alors pour Aurorine, on a du matériel dentaire. Alors là, on a des éléments postcrâniens, alors de façon tout à fait remarquable. Vous voyez, on a ce fémur, cet autre fémur. Donc on a quelque chose évidemment sur lequel on s'est tout de suite précipité, justement pour vérifier ce caractère bipède d'Aurorine. Et vous voyez que dans le fond, la comparaison entre Aurorine et puis Sahelanthropus, eh bien, dans le fond, elle se ramène essentiellement à une comparaison sur les dents, puisque on n'a pas de crâne d'Aurorine, donc on ne peut pas décider de savoir s'il ressemble plus à Sahelanthropus ou moins. Et puis on a des caractères dentaires. Alors les caractères dentaires sont toujours un petit peu redondants. Dans le fond, quand on lit ces descriptions de fossiles, on tombe toujours sur ces discussions sur la forme de la prémolaire inférieure. Est-ce qu'elle est un peu coupante ou pas coupante? Est-ce qu'elle se différencie de ce qu'on trouve chez les grands singes ou pas? Et donc, dans le fond, la question qui se pose, qui a été discutée, c'est quel degré de différence taxonomique on doit instaurer entre ces formes. Bon, je parlais tout à l'heure du fémur de Toumaï.
Bon, le fémur de Toumaï, on peut discuter de sa signification sur le plan fonctionnel. Bon, toujours est-il qu'il est quand même assez différent de ce fémur d'Aurorine. Je pense qu'on est fondé à reconnaître ces espèces comme différentes, bien sûr. Maintenant, est-ce que les ranger dans des genres différents, est-ce que c'est fondé? Ça, c'est peut-être discutable. Dans le fond, on n'a quand même pas beaucoup d'arguments. Vous savez, déjà, quand on a beaucoup de matériel pour décider de ce que c'est un genre par rapport à un autre genre, ce n'est pas toujours facile. Mais là, dans le fond, on a quelque chose qui est assez fragmentaire, parcellaire. Et la situation ne va pas beaucoup s'arranger avec ce qui vient ensuite, puisqu'on a ce troisième, alors à nouveau, un genre différent, Ardipithecus. Alors Ardipithecus, on en a deux espèces. Une espèce ancienne, qui est entre 5,2 et 5,8 millions d'années, qui est Ardipithecus cadaba. Et puis une espèce plus récente dont on va parler dans un instant, qui est Ardipithecus ramidus. Alors Ardipithecus ramidus, le plus récent, il est connu par pas mal de matériel, si je peux dire. Cadaba, ça, c'est très fragmentaire encore à nouveau. Vous voyez, c'est surtout du matériel dentaire. Et d'ailleurs, soit en passant, ce matériel dentaire montre quand même des caractères assez primitifs aussi. Vous voyez, ce dispositif d'aiguisage de la canine supérieure sur la première molaire inférieure qu'on trouve chez les grands singes. Chez Cadaba, c'est pas ça, mais enfin, on a quand même une canine qui a une taille supérieure à ce qu'elle aurait chez un hominine plus récent comme vous et moi, hein, heureusement. Alors, on a toute une série de spécimens fragmentaires, dans le fond, qui ont suggéré que Cadaba, c'était la version ancienne de l'autre Ardipithecus, ramidus. Donc là, on a tendance à voir une sorte d'anagénèse, donc une évolution graduelle depuis une forme vers l'autre. Il y a quand même 1 million d'années entre les deux. Vous allez voir que cette histoire d'évolution anagénétique, c'est un problème avec lequel on a à se débattre régulièrement en paléontologie humaine, enfin en paléontologie des hominines, parce que évidemment, on voit les choses comme des transitions régulières. Tant qu'on n'a pas quelque part une pièce au milieu qui montre qu'en fait, ce n'est pas vrai. Et je vais vous montrer dans quelques instants un exemple qui montre que ce qu'on croit être une anagénèse, en fait, n'en était pas une. Et puis, donc, dernière espèce de ces très anciens hominines, quand même très différent de l'idée qu'on se fait d'un homme, même de quelque chose comme un australopithèque. Donc, cet Ardipithecus ramidus, alors lui qui est quand même représenté par beaucoup de restes squelettiques. On a un squelette fragmentaire, mais quand même assez complet d'une jeune femelle. Alors malheureusement, le bassin, ce n'est pas ce qui est le mieux conservé, mais en tout cas, l'image qu'on se fait de cet Ardipithecus, voilà, c'est ça, c'est une créature qui a à peu près la taille d'un chimpanzé, qui peut se tenir verticalement, donc qui pratique une locomotion bipède au moins occasionnelle, mais enfin qui est quand même une créature encore très largement arboricole, comme le suggèrent ses mains, ses membres supérieurs, avec ses phalanges arquées. Et là encore, alors là, on a un crâne qu'on peut reconstituer, qui est relativement complet. On va retrouver toujours ces caractères, avec, vous voyez, cette réduction là très importante de la canine, donc ces dents qui sont beaucoup plus égales, et puis une morphologie des prémolaires inférieurs qui est beaucoup plus humaine
que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc, en fait, bon, il y a assez peu de choses à dire en fait, sur ces formes anciennes. Je crois que tant qu'on n'aura pas trouvé d'autres fossiles, on aura du mal, dans le fond, déjà à interpréter ce que l'on a, c'est-à-dire que des formes comme Sahelanthropus ou Aurorine, il faudrait qu'on ait plus de matériel osseux déjà pour ces espèces-là. Et puis ensuite, il est quasiment certain qu'il y avait d'autres formes, d'autres espèces qui ont existé pendant cette période très longue, dans le fond, hein, entre 7 millions d'années et 4 millions d'années, ça fait 3 millions d'années, où il y a eu probablement une diversification de ces hominines qui nous reste inconnue, puisque dans le fond, on a comme ça une fenêtre qui est ouverte sur le Kenya, l'Éthiopie, et puis le Tchad, et puis ailleurs, dans le fond, on ne sait pas ce qui se passe. Alors là, évidemment, l'absence de ce matériel osseux abondant pose plusieurs problèmes, plusieurs questions. D'abord, il faut dire que le statut d'hominine de ces fossiles a été contesté par un certain nombre de gens. Il y a des gens qui pensent que Sahelanthropus est espèce de gorille un peu particulier qui a vécu il y a 7 millions d'années. Donc le statut d'hominine, il a été régulièrement contesté pour certains d'entre eux. Ça a été aussi un peu le cas pour Ardipithecus. Ensuite, il y a cette question de savoir si on est fondé ou pas à créer des genres différents. Et puis ensuite, et ça c'est une question qui est relativement importante et qui a été soulevée plusieurs fois, en particulier plus récemment dans un article de Wood et Harrison, c'est la question dans le fond de l'homoplasie, c'est-à-dire est-ce que les caractères que nous reconnaissons comme des caractères d'hominines, ces caractères dentaires, ces caractères liés à la locomotion, est-ce que ce sont des caractères qui sont apparus une seule fois, et à ce moment-là, toutes les formes chez lesquelles on va retrouver ces caractères, on doit les ranger dans les hominines, ou est-ce que, en fait, ils ont pu apparaître plusieurs fois? Et évidemment, si on imagine qu'il a existé d'autres espèces à la même époque que nous n'avons pas, donc proches de cette divergence entre l'origine du chimpanzé et puis l'origine de l'homme, eh bien, évidemment, il est assez tentant d'imaginer que, dans le fond, par exemple, la bipédie, c'est quelque chose qui a pu être expérimenté plusieurs fois dans plusieurs espèces, et que, dans le fond, celles qui sont parvenues jusqu'à nous, elles ne sont pas forcément ancestrales des hominines plus récents. Elles nous disent quelque chose sur ce qui se passait à l'époque, mais elles ne sont pas forcément ancestrales. Et bon, ça reste un peu spéculatif ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez voir tout à l'heure que je vais vous montrer qu'en fait, cette fameuse homoplasie, c'est-à-dire, encore une fois, l'apparition... Alors, ce n'est pas complètement indépendant, parce qu'évidemment, on a affaire à des espèces qui sont très proches les unes des autres, donc qui ont un génome assez comparable, et qui sont soumises aux mêmes pressions de sélection. Donc, la probabilité qu'elles développent le même genre d'adaptation est quelque chose quand même assez élevé. Donc on va laisser ces formes très anciennes. Dans le fond, on n'a pas grand-chose à en dire, en tout cas sur le plan de ces phénomènes de spéciation. Et puis on va maintenant regarder un petit peu ce qui se passe chez les australopithèques, donc ce groupe en bleu là. Et alors on ne va pas refaire tous les australopithèques, mais je voudrais vous parler d'un problème ou deux qui sont attachés à la classification des australopithèques et à la compréhension de leur phylogénie. Et d'abord, on va parler des relations entre cette espèce, Australopithecus anamensis et Australopithecus afarensis. Alors, Australopithecus afarensis, tout le monde le connaît, c'est Lucie, voilà, c'est une véritable icône de la paléanthropologie. Alors, depuis la découverte de Lucie, on a trouvé beaucoup de matériel d'Australopithecus afarensis. C'est une espèce qui est quand même très très bien connue, très bien documentée.
qu'on connaît en Éthiopie, qu'on connaît en Tanzanie aussi. C'est même, enfin, les types de l'espèce, c'est là qu'ils ont été trouvés. On a des crânes qui sont très complets. On connaît bien l'anatomie. On connaît le dimorphisme sexuel. Hein, vous voyez, là, vous avez un mâle et une femelle. Et dans le fond, cette espèce qu'on considère généralement comme, j'allais dire, la forme probablement ancestrale, non seulement d'autres australopithèques plus tardifs, mais peut-être aussi du genre Homo lui-même. Vous verrez que le plus ancien représentant du genre Homo qu'on ait dans le registre fossile, eh ben, dans le fond, on peut assez facilement le faire dériver, c'est une mandibule hein, de ce qu'on a chez ces australopithèques. Et puis, Afarensis, c'est peut-être aussi, enfin même très certainement, l'ancêtre de formes robustes comme ces Paranthropus d'Afrique de l'Est. Donc on connaît depuis assez bien et depuis longtemps cette espèce, et on a trouvé, au Kenya, à Liabé, à Kanapoy, et puis aussi dans la vallée moyenne de l'Awash, en Éthiopie, on a trouvé une forme plus ancienne d'Australopithèque. Ça, c'est le spécimen qui était au départ le mieux conservé et qui a servi de type. Et c'est une espèce qu'on a appelée Australopithecus anamensis. Et vous avez vu dans le tableau que je vous ai montré qu'elle précède dans le temps Afarensis. Donc on est un peu plus loin dans le temps. Donc on se situe chronologiquement justement entre Ardipithecus, Ramidus, et puis les Afarensis, entre 4,2 et 3,8 millions d'années. Et Australopithecus anamensis est beaucoup moins bien connu, enfin en tout cas est resté longtemps beaucoup moins bien connu qu'Afarensis. Je vous ai expliqué qu'Afarensis, on avait des squelettes, enfin un squelette partiel, on avait, de Lucie, on a un autre qui est moins complet, mais qui est celui d'un adulte. On a on a pratiquement tous les éléments postcrâniens connus de façon éparse, on a des crânes, des mandibules. Pour Anamensis, c'est surtout du matériel dentaire et mandibulaire. Mais enfin, ce matériel dentaire et mandibulaire, il est suffisant pour montrer que c'est quelque chose quand même de différent et de plus primitif que Afarensis, avec en particulier une symphyse mandibulaire, hein, c'est-à-dire l'endroit où les deux hémimandibules se réunissent, qui est beaucoup plus fuyant que chez Afarensis. Un palais, alors là c'est la mandibule, hein, mais une arcade dentaire qui est beaucoup plus, enfin une forme en U. Et puis toujours pareil, ces histoires de prémolaires, une première prémolaire inférieure, là une P3, qui est plus asymétrique que ce qu'on a chez Afarensis, donc on est toujours dans la même tendance évolutive. Mais cela étant dit, c'est dans le fond ce qu'on attend de l'ancêtre direct d'Afarensis. Et au fil des découvertes, parce qu'on a fini par trouver d'autres restes dentaires, on est venu graduellement à l'idée que justement Anamensis et Afarensis, c'était un de ces cas d'anagénèse en paléontologie humaine. Donc on a énormément parlé de ça, c'est-à-dire l'idée que dans le fond on a une transformation progressive au cours du temps. Là, vous voyez des formes qui viennent de différents gisements. Alors, les deux blocs qui sont là, c'est des Anamensis, et là-haut, c'est des Afarensis. Donc, vous voyez, ça couvre toute cette période de temps. Et dans le fond, ce qui est représenté là de façon un petit peu schématique, c'est que au cours du temps, on a une dérive là vers la droite de cette courbe. En fait, ce que ça schématise sont des changements dentaires qui vont dans le sens de l'éloignement de cette morphologie primitive que je vous ai décrite. Et donc, il y a eu
en 2006, il y a un article qui a été écrit par plusieurs auteurs tout à fait éminents. Et voilà, le titre parle de lui-même. Hein, donc, est-ce que Anamensis est l'ancêtre d'Afarensis? Et la réponse est donnée dans le titre. Hein. C'est un cas d'anagénèse dans l'évolution des hominines. Alors c'est très embêtant, hein, l'anagénèse, pour les gens qui veulent reconnaître des espèces. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est, j'allais dire, commode de ne pas avoir de fossiles pendant cette période de temps qui sépare les sites d'Aliyabé et les sites de Laetoli, parce que ça crée une espèce de saut morphologique, mais ce saut, il n'existe pas. C'est juste le fait qu'on n'a pas les intermédiaires. Donc, du coup, ben voilà, on a décidé que ça, on allait l'appeler Anamensis, et ça, Afarensis, mais avec quand même, au fond du cœur, une petite inquiétude, c'est-à-dire l'idée que tôt ou tard, quelque part dans un site, on va trouver là quelque chose dont on ne saura pas s'il faut l'appeler Afarensis ou Anamensis. D'ailleurs, c'est une histoire qui revient constamment en paléanthropologie. Donc on a vécu avec cette inquiétude au cœur jusqu'en 2019. C'était une longue inquiétude quand même. Hein. Et alors en 2019, on a trouvé pour la première fois un crâne d'Anamensis. Alors, moi, j'ai été aux premières loges parce que c'est une des postdocs de mon département à Leipzig qui participait aux opérations de terrain et donc qui était directement impliqué dans la découverte, dans l'étude du matériel. Donc, même en amont de cette publication de 2019, on a eu pas mal l'occasion de discuter de cette pièce qui était tenue secrète. Et alors, c'est très intéressant parce que là, on a pu véritablement, ce qu'on n'avait pas pu faire jusqu'à présent, comparer ce crâne d'Anamensis avec Afarensis, puisque je vous disais que toutes les comparaisons se fondaient sur des caractères dentaires. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que, oui, Anamensis présentait tout un tas de caractères dentaires plus primitifs que ceux d'Afarensis, mais quand on y regardait de plus près sur ce crâne, eh bien, on voyait qu'un certain nombre de caractères de ce nouveau spécimen, eh bien, dans le fond, ne collaient pas avec cette idée d'anagénèse. Pourquoi? Eh bien, parce que ce crâne présentait des caractères qui étaient des caractères qu'on considérait comme dérivés, évolués par rapport à la morphologie d'Afarensis. Et donc, ça ne collait pas avec l'idée qu'en tout cas, ce crâne soit l'ancêtre d'Afarensis. Alors, un exemple, cette crête sagittale qu'on trouve chez les paranthropes, hein, chez les Boisei en Afrique de l'Est, mais qu'on ne trouve pas chez Afarensis, eh bien, on l'avait sur ce crâne, MRD. Et ça, généralement, on considère ça comme un caractère dérivé. Pareil, alors la forme de la face, c'est une face d'Australopithèque, ça, il n'y avait pas de souci avec ça. Mais il y avait des petits détails morphologiques, par exemple la position des zygomatiques et de l'insertion des muscles masséters. Pareil, c'est quelque chose qui rappelle ce qu'on va trouver chez des descendants d'Afarensis, et pas chez Afarensis. Et on a de la même façon sur la boîte crânienne elle-même des différences dans la morphologie de la boîte crânienne. Cette constriction très forte, ça rappelle des choses très anciennes comme Sahelanthropus, mais à côté de ça, on a des dispositions des arcades zygomatiques qui sont assez dérivées. Et puis des choses aussi au niveau du plan nucal qui sont assez particulières. Et donc, du coup, on en est venu à
remettre en cause ce schéma. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait une anagénèse entre anamensis et afarensis. Donc c'est avant MRD. Donc MRD, c'est le petit nom de ce crâne. C'est moins poétique que Lucie, hein, mais ça s'appelle MRD. Et donc après MRD, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule. Pourquoi? Eh bien parce que, oui, MRD, c'est un anamensis, on peut le rattacher. Alors, comment on a rattaché MRD à anamensis? Toujours pareil, à cause des caractères dentaires, hein, puisqu'on n'avait pas autre chose, hein, finalement, sur les formes anciennes, mais on a dans la denture des caractères qui permettent de relier anamensis. Et ce MRD, dans le fond, oui, il est plus primitif que afarensis, mais il a quand même quelques caractères, comme ceux que je vous ai montrés, qui prouvent que, en tout cas, lui, ce crâne-là, il ne peut pas être directement ancestral d'afarensis. Et donc, dans le fond, on a transformé cette anagénèse, c'est-à-dire cette espèce d'évolution graduelle dans le temps d'une espèce dans une autre, en quelque chose d'autre qui est une cladogénèse, en tout cas partielle. Et ça, c'est quelque chose que je vous demande de garder en tête, parce que dans le fond, c'est la question qu'on va devoir toujours se poser quand on a des cas d'anagénèse. Oui, les formes anciennes d'une espèce sont ancestrales d'une autre espèce. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un moment où cette forme ancestrale a continué à exister, à évoluer de son côté, et puis à côté, il y a une branche nouvelle qui est apparue et qui va donner cette espèce fille. Mais vous voyez que c'est une espèce fille qui est en même temps une espèce sœur pendant un petit moment. Et donc, j'allais dire, ce sont des fausses anagénèses. Dans le fond, peut-être que beaucoup des anagénèses que l'on a cru reconnaître dans l'arbre des hominines, eh bien, en fait, sont des figures comme ça, un peu en baïonnette, et non pas un alignement comme ça, d'espèces les unes derrière les autres. Alors allons voir justement d'autres anagénèses. On va aller voir du côté des paranthropes, donc ces formes robustes d'Australopithèque. Et là, voilà, on a encore une histoire un petit peu comparable. Donc on a une forme ancienne, primitive, qu'on connaît depuis peut-être 2,6 millions, 2,7 millions. Bon, on discute un peu de l'âge des plus anciens, qu'on a appelé, alors on l'a appelé Paraustralopithecus, Paranthropus, on a donné différents, on l'a appelé de façon différente, Ethiopicus. C'est une espèce qui a été reconnue dans l'Omo, en Éthiopie, et puis ensuite qu'on a trouvé au Kenya. Alors au Kenya, on a trouvé ce magnifique crâne très, très, très complet. Et cette espèce, on la connaît entre 2,7 millions et 2,3 millions en Afrique de l'Est, et on pense qu'elle est directement ancestrale de Paranthropus boisei, dont le nom a disparu sur ma diapositive. Et vous voyez que ça se ressemble beaucoup, même si on a des changements, en particulier dans la taille de la boîte crânienne, la taille du cerveau, etc. Mais c'est quand même des morphologies qui se ressemblent beaucoup. Et puis ce boisei, eh bien, il va évoluer vers des formes plus tardives, comme le fameux Zinjanthrope d'Olduvai, là, qui commence à être assez différent de notre Paranthropus ethiopicus. Mais, alors là, pour le coup, on n'a pas pu vraiment mettre en évidence cette espèce de figure en baïonnette que je vous décrivais tout à l'heure, à propos d'anamensis et d'afarensis, même si vous voyez qu'il y a quand même un recouvrement dans le temps de spécimens qu'on attribue à Ethiopicus et de spécimens qu'on attribue à boisei, parce que dans le fond, il faut bien garder en tête que là, les photos que je vous montre sont des spécimens tout à fait spectaculaires, des crânes complets, etc. Mais
dans la pratique, la plupart du temps, ce n'est pas ça qu'on trouve. Hein. C'est quand même un bout de mandibule, un bout de maxillaire, un petit bout de face. Et donc, évidemment, la question, c'est ce qu'on a attribué à des Etiopicus les plus récents, est-ce que ce n'est pas, en fait, des boisei anciens ou les boisei les plus anciens, des Etiopicus tardifs? À tel point que, là, pour le coup, il y a des gens qui ont proposé de fusionner, en fait, les deux taxons, c'est-à-dire de ne pas garder des chrono-espèces. Pourquoi? Parce que, dans le fond, quand on n'arrive pas à mettre en évidence une cladogénèse, on va toujours être dans cette difficulté de classer des spécimens qui sont, dans le fond, au milieu de cette trajectoire entre une espèce et une autre, parce qu'il n'y a pas de limite très, très bien tranchée. Et je vous rappelle, dans la vision hénigienne de la définition des espèces, eh bien, pour Hénig, le point singulier, c'est la cladogénèse. C'est-à-dire qu'une espèce, c'est ce qui est compris entre un nœud de l'arbre, du dendrogramme, et puis un autre nœud ou une extinction. Et là, pour le coup, si on suit ce concept-là, peut-être qu'il faudrait faire tomber en synonymie ces deux espèces. Alors, je ne vais pas reprendre toute la discussion qu'on a eue très récemment sur ce qu'il faut penser de Paranthropus robustus en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, excusez-moi, cette histoire de possible hybridation, etc., qui est quand même une hypothèse qui reste quand même assez marginale encore dans la profession. Mais quand même, pour vous rappeler qu'on n'a, dans le fond, jamais complètement résolu cette question de savoir si Paranthropus d'Afrique du Sud et Paranthropus d'Afrique de l'Est, c'était un groupe monophylétique, hein, c'est-à-dire s'il y avait quelque part un ancêtre commun de Paranthropus etiopicus entre les afarensis et puis ces formes robustes, et puis après, une diversification en partie liée à la géographie, c'est-à-dire des formes est-africaines qu'on appelle boisei, et puis des formes sud-africaines qu'on appellerait robustus. Ça, c'est l'hypothèse A. En gros, les robustus, ils sont venus en Afrique du Sud, avec une autre hypothèse, alors là, qui est complètement différente, c'est que dans le fond, on a deux lignées qui n'ont rien à voir. On a une lignée est-africaine avec des descendants d'Afarensis qui donnent ces formes robustes, donc Etiopicus et boisei, et puis une branche sud-africaine avec les australopithèques dits graciles, africanus, plus anciens, et puis plus tard des robustus. Pourquoi je vous remontre ça? Parce qu'on est encore dans ces histoires d'homoplasie. C'est-à-dire qu'on choisisse cette hypothèse-là ou cette hypothèse-là, on est obligé d'imaginer qu'il y a de la convergence, de la régression, parfois de la réversion de caractères. Alors en particulier dans ce schéma-là. C'est-à-dire dans ce schéma-là, ça veut dire que tous les caractères que l'on considère comme des caractères qui définissent le genre Paranthropus ne sont pas des caractères qui définissent un groupe, sont des caractères qui ont été acquis indépendamment par deux groupes. Hein, et ces caractères, en particulier ces caractères dentaires, ce système masticateur extrêmement développé. Et donc, voilà, les gens qui sont en faveur de cette idée-là, ils disent, oui, mais il y a quand même une sorte de continuum entre Africanus et Robustus. Et donc, ce n'est pas très probable que Robustus il soit comme ça une lignée qui vienne d'Afrique de l'Est vivre à côté des Africanus et qui les remplace. Donc, vous voyez que cette question de l'homoplasie, c'est vraiment une question récurrente.
Et alors, quand on fait des analyses cladistiques, c'est-à-dire quand on fait un traitement, une analyse en comptant, dans le fond, les caractères dérivés communs à chaque lignée pour minimiser l'homoplasie, et on obtient à ce moment-là un arbre qu'on considère comme l'arbre le plus parcimonieux, parce qu'il évite le maximum de pas évolutifs. Eh bien, quand on fait ça, on trouve toujours de toute façon des arbres où il y a un certain niveau d'homoplasie et on finit par choisir celui où on pense qu'il y a le moins d'homoplasie, mais il n'est jamais parfait. Alors, chez les australopithèques, enfin pas les robustus, hein, on va revenir sur ces australopithèques, il faut bien comprendre que du point de vue de la nomenclature, ces australopithèques, ça représente un genre qui est un genre forcément paraphylétique. Ça veut dire quoi, paraphylétique? Ça veut dire que, dans le fond, il ne remplit pas le critère, qui est un critère énigien, de mettre en conformité la classification avec la phylogénie. Et pourquoi? Eh bien parce que si on veut être, j'allais dire, dans la stricte orthodoxie énigienne, quand on crée un taxon, un genre, une espèce, n'importe quoi, eh bien on doit mettre dans ce taxon une espèce et toutes les espèces qui descendent d'elle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un groupe monophylétique. Donc on va lui donner un nom de genre, par exemple, et ce genre, eh bien, il va rassembler un ensemble d'espèces qui représentent quelque chose qu'on peut clairement définir du point de vue phylogénétique avec une origine et puis un développement, éventuellement une extinction, ou alors ils existent toujours aujourd'hui. Et là, Australopithecus, clairement, ça n'est pas un genre monophylétique. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à partir d'un ancêtre commun, alors Anamensis, Afarensis, eh bien, on a une évolution à la fois du genre Homo, probablement, à partir d'Afarensis. On a une évolution vers un autre genre qui est le genre Paranthropus, et puis on a des formes tardives d'Australopithèques qui se maintiennent à côté de ces premiers représentants du genre Homo ou ces Australopithèques robustes. Alors l'autre chose qui est frappante à propos de ces australopithèques, donc encore une fois un groupe paraphylétique, donc quand on dit paraphylétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, on n'a pas été capable de vraiment débrouiller la phylogénie de tout ça, et donc du coup on a donné un nom à quelque chose qui représente une sorte de stade évolutif plus que vraiment une entité qui a un sens du point de vue phylogénétique. Donc, groupe paraphylétique, mais alors en même temps, qui présente quand même une diversité assez étonnante. Hein. On pourrait passer des heures à parler de ce sujet-là, mais ce qui est assez frappant quand même avec ces australopithèques, c'est qu'on a des espèces qu'on a reconnues et qui sont des espèces qui vivent dans des régions très proches. Bon, on a parlé de l'Afrique de l'Est, d'l'Afrique du Sud, mais parfois dans la même région. Hein. Et en particulier en Afrique de l'Est, on a quand même des choses très, très troublantes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce pied, alors on appelle le pied de Bourtélé. Alors, Bourtélé, c'est un site éthiopien. C'est un site qui est contemporain des sites à Afarensis. Et ce pied, on est bien embêté avec ce pied-là, parce que vous avez ici un pied, alors c'est un pied composite qui est fait
d'ossements qui viennent de différents individus, mais ça, c'est un pied d'Afarensis. Et vous voyez, bon, c'est un pied qui n'est pas un pied d'homme moderne, bien sûr, mais c'est quand même un pied qui est très humain, qui est un pied de bipède. C'est le pied qui a laissé ces fameuses empreintes de pas de l'Aetoli qu'on a souvent vues. Et là, avec notre pied de Bourtellet, on a quelque chose quand même de très très bizarre avec ce premier orteil qui est complètement divergent par rapport aux autres orteils. Alors il y a un petit peu de ça chez Afarensis, mais alors là, ce n'est pas un petit peu, hein, c'est vraiment très, très fort. Et donc, le problème qu'on a avec ce pied, c'est qu'on ne sait pas trop, comment dire, à quoi on peut le rattacher au point de vue matériel, dentaire, crânien, mandibulaire, si on peut le rattacher à ça. Alors il y a plusieurs hypothèses. On a pensé que ça pouvait être en fait une espèce qu'on ne connaît pas encore, mais qui serait un descendant de ce Ardipithecus ramidus que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez, avec ses... Lui, il avait un orteil très divergent, il vivait dans les arbres. Donc une espèce qui serait encore inconnue. Et puis on a aussi, alors, parce que tout ça c'est dans une région géographique qui est quand même assez petite, hein, on a dans cette région-là découvert du matériel mandibulaire et dentaire qu'on a attribué à une autre espèce d'Australopithèque qui serait contemporaine d'Afarensis, qu'on a appelée Australopithecus deiremeda. Et ce deiremeda, alors il y a des gens qui pensent que c'est juste une espèce de variété d'Afarensis. Eh bien, si c'est le possesseur de ce pied-là, c'est quand même assez ébouriffant, parce que, encore une fois, ça veut dire que dans une petite région d'Afrique, donc en Afrique de l'Est, à l'époque où vivent ces australopithèques, on a quand même une diversité d'espèces avec une spéciation sympatrique, des espèces qui apparaissent les unes à partir des autres dans la même région, qui est quand même très très surprenante. Autre exemple de cette diversité des australopithèques, Australopithecus gari. Alors là, on est un petit peu plus loin dans le temps. Donc cet Australopithecus gari, on nous l'a proposé, si je peux dire, à un moment donné, quand il a été décrit en 1999 comme un ancêtre possible du genre Homo en Afrique, surtout à cause de caractères du squelette postcrânien, des proportions des os des membres. Mais voilà, le problème, c'est qu'il a vraiment une denture d'australopithèque et vous savez, cette face très concave avec ce prognatisme alvéolaire, c'est un australopithèque, mais c'est un australopithèque très bizarre. On peut pas, vous voyez, il a un neurocrâne qui est quand même très différent des boisei qu'on a en Afrique. En Afrique de l'Est, qui commencent à cette époque-là, hein, avec leur crête sagittale, etc. Donc vous voyez encore cette idée qu'on a une diversification. Là, je vous ai déjà cité depuis tout à l'heure 3-4 espèces qui vivent dans un tout petit coin d'Afrique et à des époques qui ne sont pas très différentes les unes des autres. Autre espèce très troublante, alors là, on est en Afrique du Sud. Encore une autre espèce d'Australopithèque qui a été décrite, qui est Australopithecus sediba. Alors là aussi, Australopithecus sediba, quand il a été publié en 2010, les auteurs, Lieberger et ses collaborateurs, ont quand même longtemps soutenu l'idée que c'était une espèce qui pouvait être un ancêtre direct du genre Homo. Je crois même qu'il y avait la tentation de l'appeler Homo quelque chose. Alors pourquoi cette tentation ? Parce que, c'est un petit peu pareil que ce que je vous disais à propos de Gary, c'est surtout le squelette postcrânien. Là, vous avez Lucie au milieu, et là, vous avez deux individus
donc qui sont attribués à Australopithecus sediba, qui viennent de ce gisement très célèbre maintenant de Malapa en Afrique du Sud, sont des formes qui ont une bipédie, des proportions des membres qui commencent à être très humaines par rapport à ce qu'on avait chez les Australopithèques les plus anciens. On a aussi des proportions des doigts avec, vous voyez, ce pouce très allongé, qui est quelque chose de très humain, ce pouce qui est facilement opposable aux autres doigts. Donc des caractères qui sont, je dirais, qui vont dans la direction du genre Homo. Mais alors en même temps, la face de cet Australopithèque, alors cette face a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on a vu des différences entre cette face et la face des Australopithèques telle qu'on la connaît classiquement en Afrique du Sud, Africanus notamment. En réalité, c'est la face d'un individu assez jeune, pas complètement adulte, et quand on simule, parce qu'on a le moyen de le faire avec la morphométrie 3D, quand on simule la fin de la croissance de cette face, eh bien, on arrive à une face qui ressemble beaucoup à une face d'Australopithèque, en fait. Donc, j'allais dire, la majorité des spécialistes a tendance à considérer Australopithecus sediba comme une forme tardive d'Australopithèque. En plus, vous voyez que 1,98 million, on est à la deuxième décimale, ça commence à être précis. Pour l'âge de ce sediba, c'est quelque chose qui rend difficile de faire, en tout cas de ces spécimens-là, des ancêtres du genre Homo, parce qu'à 2 millions d'années, on a déjà plusieurs espèces du genre Homo qui sont connues, y compris Homo erectus. Alors évidemment, les auteurs ont dit oui, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est une forme qui existait avant, qui a été ancestrale du genre Homo, puis elle a continué à exister à côté des premiers représentants du genre Homo. En fait, ce que je pense, que beaucoup de gens pensent, c'est que ce sont des Australopithèques tardifs, mais ce qui est frappant, j'insiste et je martèle ça, encore une fois, c'est le niveau d'homoplasie. Pourquoi ? Parce que l'homoplasie, c'est le seul moyen d'expliquer ces caractères des membres, par exemple, qui, dans le fond, évoquent ce qu'on observe dans le genre Homo. Et donc la seule façon d'expliquer ça, c'est que chez plusieurs formes de cette époque-là, on a une évolution qui se produit indépendamment, mais dans la même direction, et donc qui donne des caractères qui se ressemblent beaucoup dans des lignées qui ne sont pas forcément directement ancestrales les unes des autres. Bon, je vais vous laisser en paix avec les Australopithèques. Passons au genre Homo. Alors, là aussi, il y a eu une évolution très, dramatique de notre façon de voir l'évolution des premières formes du genre Homo. D'abord, on a aujourd'hui une mandibule trouvée dans un site qui s'appelle Lady Guerrero, qui a 2,8 millions et qui a des caractères dentaires, une forme de la mandibule, de l'arcade dentaire, qui suggère que c'est un très bon candidat pour l'origine de tous les homos qu'on trouve plus tard. Vous voyez, on est très très loin dans le temps, c'est-à-dire on n'est pas loin de nos Afarensis, Lucie et compagnie, donc c'est quelque chose qui... Et d'ailleurs, honnêtement, même s'il y a des caractères effectivement qui justifient qu'on rattache cette mandibule au genre Homo, il ne faut pas grand-chose, dans le fond, pour évoluer une mandibule d'Australopithèque vers cette mandibule d'Homo très primitif. Et honnêtement, si on avait tout le reste de la mandibule, je ne sais pas à quoi il ressemblerait, ce premier Homo, mais peut-être pas à l'idée qu'on aimerait s'en faire. Alors après, on a plusieurs formes qui ont été reconnues. Homo habilis, tout le monde connaît ça. On a reconnu une autre espèce ancienne qu'on appelle Homo rudolfensis,
Mais dans le fond, l'idée qui a longtemps eu cours, et moi très souvent, quand je donne des conférences, le public dans le fond c'est ce qu'il a en tête, c'est qu'on a une évolution comme ça en bout à bout à partir des Australopithèques, on a Homo habilis, puis après on a Homo erectus, et puis voilà, on avance vers l'homme véritable. Alors en fait, ce qu'on a découvert depuis quelques années, c'est que dans le fond, ces formes anciennes du genre Homo, Homo habilis, Homo rudolfensis et Homo erectus, qui va donner les représentants du genre Homo plus tardifs, comme ce collègue de l'université de Leiden. En fait, ces diverses formes ont existé les unes à côté des autres à la même époque. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ces formes anciennes. Alors, on a beaucoup discuté de savoir est-ce que rudolfensis c'est vraiment une espèce différente d'habilis, etc. Mais on reconnaît maintenant dans le système masticateur, dans la forme de la face, vraiment des morphes différents. On arrive à les séparer assez bien. Au point de vue capacité crânienne, tout ce monde-là a quand même des volumes, des tailles de cerveau qui ne sont pas très, très différentes les unes des autres. En tout cas, on ne peut pas les mettre bout à bout les uns derrière les autres. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'on a un recouvrement dans le temps entre des pièces qu'on attribue à habilis et des pièces qu'on attribue à Homo erectus, c'est-à-dire qu'on a des Homo erectus les plus anciens qui frôlent les 2 millions d'années en âge, et on a des pièces d'habilis qui sont à 1,5 million ou même un petit peu après. Donc ça ne colle pas avec cette idée, encore une fois, d'anagénèse avec habilis, erectus, et puis sapiens, enfin Néandertal, sapiens, etc. Donc on a quelque chose d'assez particulier. Et je reviens à cette notion, ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos des Australopithèques, je pourrais le répéter à propos de ces premiers représentants du genre Homo, c'est quand même extrêmement troublant et pour tout dire assez difficile à comprendre comment on peut avoir, alors pas seulement en Afrique à l'échelle continentale, mais dans une région comme l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire Kenya, Éthiopie, Tanzanie, c'est quand même pas une région gigantesque. Comment on peut avoir la divergence de plusieurs espèces du genre Homo, c'est-à-dire habilis, rudolfensis, erectus. À quoi ça correspond du point de vue adaptatif? Parce que il faut forcément qu'il y ait une ségrégation au moins au niveau écologique. Et il faut que ces espèces-là aient été adaptées à des choses différentes pour qu'elles puissent exister et diverger. Alors en particulier à propos d'habilis, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a même des gens qui ont dit qu'il fallait laisser tomber Homo habilis, il fallait le faire passer dans les Australopithèques, parce que comme de toute façon déjà les Australopithèques, c'est un groupe paraphylétique, donc ça ne risquait pas d'endommager, si je peux dire, beaucoup les Australopithèques, puisqu'ils étaient déjà paraphylétiques. Mais il y a des gens qui ont dit, finalement, Homo habilis, au-delà de toute j'allais dire, le storytelling qui a été construit autour de ce que pouvait être Homo habilis, dans le fond, Homo habilis, pour ce qu'on en sait, on connaît peu de choses du squelette postcrânien, mais dans le fond, ça ressemble plus à un australopithèque avec un cerveau un petit peu plus gros et une denture un peu particulière, que ça ressemble à un homo comme Homo erectus ou Homo sapiens, évidemment. Alors venons-en à Homo erectus. Alors Homo erectus, il pose un problème qui est un petit peu différent, mais vous verrez qu'on retrouve des problématiques un petit peu similaires, mais maintenant à une échelle, et c'est dans le fond cette idée de diversification des groupes, de spéciation sympatrique, de divergence sur dans le fond pour des raisons probablement écologiques et comportementales,
qui fait qu'on reconnaît des espèces d'Australopithèques, par exemple, différentes, vous allez voir qu'on va retrouver ces questions-là tout au long de la suite de l'évolution humaine, mais dans le fond à des échelles taxonomiques de plus en plus réduites. Alors, ce qui se passe avec Homo erectus, c'est que on a une espèce qui a une durée d'existence qui est assez phénoménale par rapport aux autres représentants du genre Homo. C'est-à-dire qu'on a des Homo erectus les plus anciens. Alors, ils ne sont pas représentés encore sur mon schéma, mais on a des fossiles qui remontent à très près de 2 millions d'années. En Afrique de l'Est, on connaît depuis longtemps un bout d'occipital qu'on considère comme un Homo erectus qui aurait 1,9 million. Et puis plus récemment, en Afrique du Sud, on a décrit alors là un crâne juvénile, enfin une boîte crânienne, de ce qui semble bien être un Homo erectus. Donc près de 2 millions d'années. Et puis les derniers d'entre eux, alors les derniers, ça a l'air de se passer du côté de l'Indonésie. Donc là, on a quand même des incertitudes de date. Mais ces formes du gisement de Ngandong, auquel on avait donné un nom d'espèce différente autrefois, peut-être que ces formes-là ont existé jusque vers 125 000 avant le présent. Donc 125 000, c'est il y a longtemps, mais c'est quand même pas très longtemps quand on parle de millions d'années. Et de façon un peu provocatrice, je dirais, Homo floresiensis, ce petit hobbit qui est en gros ce qu'on pense être une forme naine d'Erectus qui a survécu dans une île, lui, il a survécu jusqu'il y a 50 000 ans. Donc on a une durée phénoménale d'existence. D'ailleurs, il y a eu un moment, vers 1,2 million par là, où dans le fond, pour la première fois, on a eu ce qui va se passer avec Homo sapiens, c'est-à-dire une espèce qui semble avoir remplacé toutes les autres. C'est-à-dire que quand les derniers Boisei se sont éteints, pendant un moment, ce qu'il y avait sur Terre, c'était des Homo erectus. Alors, est-ce que c'était un groupe très homogène ? Ça, c'est une autre histoire. En fait, voilà, le problème de ces Homo erectus, c'est qu'ils ont d'une très très grande diversité. Là, je vous ai mis quelques crânes qui sont attribués à Homo erectus. Mais vous voyez, dans ces crânes, on a des choses très anciennes qui ont 1,8 million d'années, comme ces formes de Man ici, des formes en Afrique de l'Est qui sont très anciennes aussi. Et puis, on a des formes à grand cerveau, comme ce crâne de Ngandong. Je vous dis, peut-être qu'il a 125 000 ans, bon, peut-être un peu plus, mais de toute façon, ça fait quand même une très, très grande durée. Et donc, une variation extraordinaire. Je vous ai mis ici cette couverture de la revue Nature, alors, qui était la couverture du numéro où il y avait cet article sur le recouvrement chronologique d'Habilis et d'Erectus. Mais là, ce qui est en couverture, ce n'est pas ça. Ce qui est en couverture sont 2 crânes d'Erectus d'Afrique de l'Est. Et vous voyez la variation de taille absolument extraordinaire entre ces crânes. Donc, une très, très grande diversité. Là, pour le coup, une diversité dans une région assez restreinte. Alors, cette grande diversité et le problème qu'on a avec, j'allais dire, la classification et la dénomination de ces Homo erectus, ça tient en grande partie à leur extension géographique. Pourquoi ? Parce que, pour l'instant, on a parlé d'espèces qui existaient uniquement en Afrique et souvent uniquement en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. Là, on a la première espèce qui sort d'Afrique. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sortis avant, mais en tout cas, on ne les a pas. Mais lui, on l'a.
Et en gros, on a des Homo erectus depuis l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est à 2 millions d'années. Bon, là, ça fait référence à des formes d'Homo plus anciennes. Et puis, on a, voilà, dans le Caucase, en Chine, dans la Chine du Nord, dans la Chine du Sud, en Indonésie, toutes ces formes d'Homo erectus qui ont été exposées à des environnements très différents. Et donc, quand on pense à la diversité des hommes actuels, et c'est une diversité qui s'est mise en place au cours des derniers 50 000 ans, donc imaginez ce qui a pu se passer avec des Homo erectus qui se sont répandus. Alors, ils ne sont pas allés en Amérique, mais enfin, ils ont quand même couvert une grande partie de l'ancien monde. Et ils ont vécu là pendant des centaines de milliers d'années. Donc je pense que cette grande diversité des Homo erectus qu'on voit dans le matériel fossile, probablement qu'elle est très en deçà de la diversité réelle. Je pense qu'on trouvera des Homo erectus, en particulier en termes de variation du format corporel, qui sont encore plus différents les uns des autres que ce qu'on imagine aujourd'hui. Alors un autre aspect important à garder en tête pour cette diversité d'Erectus, eh bien, c'est le fait que, dans le fond, l'augmentation de la capacité crânienne, de la taille du cerveau, chez les hominines, c'est essentiellement quelque chose qui s'est produit chez Homo erectus. C'est-à-dire que les premiers Homo erectus, ceux de Dmanisi, très anciens, on est à peine au-dessus de ce qu'on a chez des gros australopithèques, des gros cerveaux d'australopithèques, on est à 600 cm3, un petit peu plus. Et puis chez les derniers, ces hommes de Ngandong, par exemple, eh bien, on est à 1200. Donc on a doublé la capacité crânienne avec un changement de format corporel qui n'est pas si spectaculaire que ça. Donc, évidemment, ça aussi, ça introduit ces grandes différences. Alors, du coup, on a eu énormément de discussions sur la définition de l'espèce Homo erectus et ce qu'on devait mettre dans Homo erectus et pas mettre dans Homo erectus. Alors, le premier problème qui s'est posé, alors ça, c'était avant de Dmanisi, hein. Déjà, avec les formes africaines, c'est qu'on s'est demandé si ces formes africaines, il fallait les ranger dans Homo erectus. Alors, je vous fais un petit rappel historique. Homo erectus, c'est une espèce qui a été découverte en Asie, à la fin du XIXe siècle. Et pendant très longtemps, ce qu'on a trouvé comme Homo erectus, c'était en Chine et en Indonésie. Voilà. Donc on a trouvé énormément de fossiles et qui présentaient des caractères qu'on a beaucoup décrits. Vous savez, tout ce système de bourrelet susorbitaire, de bourrelet occipital, etc. Je ne vais pas vous refaire des cours passés. Donc Homo erectus, c'est ça. Et donc il a fallu attendre les années 1960, donc depuis Dubois, hein, c'est beaucoup plus tard, pour trouver le premier crâne d'Homo erectus qui ne soit pas en Asie, qui soit en Afrique. C'est ce gros crâne d'Olduvai que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, à la suite de ça, dans les années 70, on a trouvé tout ce matériel. Et donc, ce matériel, non seulement il n'était pas asiatique, il était africain, mais il était beaucoup plus ancien. Puisque là, on parle de choses, c'est les premiers qu'on a trouvés, donc Olduvai, Kenya, Astrodolphe, etc. Donc là, on a commencé à évoluer dans des âges au-delà du million d'années, 1,2 million, 1,5 million, 1,6 million, 1,8 million. Et donc, ils sont très différents, ils sont assez différents des Homo erectus, entre guillemets, asiatiques. Ils ne présentent pas certains de ces caractères. Et donc, le débat, ça a été, d'ailleurs, c'est toujours en partie, de savoir si c'est vraiment la même chose. Donc, il y a des gens qui ont proposé
d'appeler ces formes africaines anciennes, de leur donner un nom d'espèce différent, et c'est ce fameux Homo ergaster que vous voyez régulièrement apparaître dans la littérature, avec même l'idée que, dans le fond, cet Homo ergaster, c'était pas... Parce qu'il y a deux façons de voir Homo ergaster. On peut dire Homo ergaster, c'est la forme ancienne d'Homo erectus. Donc si c'est la forme ancienne d'Homo erectus, ce n'est pas la peine de s'embêter. Hein. On va tout appeler Homo erectus. D'ailleurs, vous trouvez parfois cette dénomination Homo erectus sensulato, ça veut dire tous les Homo erectus, disons depuis 2 millions d'années jusqu'à il y a 125 000 ans. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Je dois dire que c'est la façon vers laquelle on a tendance à revenir aujourd'hui. Hein. Mais il y a des gens qui ont pensé que voilà, il y avait cet Homo ergaster qui avait vécu en Afrique et que l'Homo erectus était en fait apparu en Asie et revenu en Afrique, et que donc les formes d'Homo erectus plus tardives, africaines, c'était autre chose que la descendance d'Homo ergaster. Bon, c'est pas une idée qui a vraiment, j'allais dire, connu une postérité très grande. Puis après, il y a eu la découverte des formes de Dmanisi. Voilà, je vous ai mis là sur cette diapositive côte à côte un crâne d'Homo erectus chinois de Zhugudian. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait du temps de Weidenreich en 1940. Hein. Et puis voilà ces formes très anciennes, presque 1,8 million qu'on a en Géorgie. Et là, voilà, ce débat a refait surface, hein, c'est-à-dire est-ce que vraiment on peut mettre ça dans la même espèce ? Il y a des gens qui ont proposé le terme d'Homo georgicus pour ces formes de Dmanisi. Il y a même des gens qui ont dit en fait non, c'est une espèce d'Homo habilis justement, ou en tout cas d'Homo primitif, un peu comme ceux qu'on a en Afrique là. Alors le problème, c'est que si on met pas, si on crée un taxon différent pour ces formes anciennes d'Homo erectus au sens large, ben là, pour le coup, avec la documentation qu'on a, vous avez vu, on a quand même pas mal de fossiles d'Homo erectus, on a bien du mal à mettre une coupure quelque part pour dire, voilà, les vrais Homo erectus, c'est à partir de cet âge-là, et puis ceux qui ne le sont pas vraiment et qui sont autre chose avant. Donc pour l'instant, on en reste à cette notion d'Homo erectus au sens large, mais vous voyez que c'est quand même assez problématique. Parce que là, pour le coup, on a peut-être une vraie anagénèse, c'est-à-dire une vraie transformation sur la longue durée de cette espèce, avec des capacités crâniennes qui doublent entre ça et ça. Et pour finir, je voudrais revenir sur alors, les hominines les plus récents. Alors, je ne vais pas vous refaire le cours Néandertal, Homo sapiens, etc., mais je voudrais soulever quelques questions à propos des espèces qui ont été créées. Alors c'est un point que j'aurais dû d'ailleurs peut-être évoquer dès le départ. Il y a dans le monde de la paléanthropologie, il y a toujours eu deux tendances qui se sont opposées. Hein. Alors les anglo-saxons appellent ça les splitters et les lumpers, hein, c'est-à-dire ceux qui divisent au maximum le nombre d'espèces, qui reconnaissent plein d'espèces, et puis ceux qui, au contraire, les rassemblent. Alors il y a des gens qui sont très extrêmes hein, dans le rassemblement. J'ai un collègue, maintenant assez âgé, américain, qui s'appelle Milford Wolpoff, qui à un moment donné, avait proposé que toutes les formes qui étaient plus jeunes que 2 millions d'années, on les mette dans Homo sapiens et qu'on n'en parle plus. Hein. Bon. Je pense que ça serait une erreur, parce qu'il vaut mieux créer des catégories différentes qu'on peut réunir ensemble partiellement que faire le contraire. Parce qu'une fois qu'on a tout mélangé dans la même boîte, après, c'est très difficile d'étudier ça, il faut nommer les choses. Mais je voudrais spécifiquement revenir sur l'histoire des origines en fait, d'Homo sapiens, Néandertal et Denisoviens, et en particulier de cette espèce qui
qui est une espèce dont on parle très souvent dans la paléanthropologie, enfin dans la littérature paléanthropologique, mais qui est une espèce un petit peu fantôme finalement. Hein. C'est Homo heidelbergensis. Alors heidelbergensis, ça vient de Heidelberg, hein, et voilà, c'est dans cette carrière, près de la vallée du Neckar, dans un endroit qui s'appelle Mauer, où, avant la Seconde Guerre mondiale, on a trouvé cette mandibule qui est magnifique. Hein. Moi, j'ai eu la chance de la voir entre les mains, si je peux dire. Elle est venue à Leipzig pour qu'on fasse des scanners. Et on a vraiment eu la chance de pouvoir l'étudier. Et c'est vraiment un spécimen magnifique, extraordinaire. Et donc, à l'époque de la découverte, il n'y avait pas beaucoup de lumpers. Hein. À l'époque, tout le monde voulait laisser son nom dans la littérature. Dès qu'on trouvait un fossile, paf, on lui donnait un nom d'espèce. Donc, si vous trouvez que dans mon tableau, avec la trentaine d'espèces, il y en a trop, félicitez-vous que je ne vous ai pas mis tous les noms d'espèces de tous les hominides qui ont été créés depuis le début de la paléanthropologie, parce que le tableau serait absolument noir et on serait très au-delà des 30 espèces. Donc on a créé une espèce avec cet Homo heidelbergensis, cette mandibule, et bon, il y a eu pas mal de discussions sur son âge. Maintenant, on en est à, comment dire, on pense qu'elle remonte au stade isotopique 15, donc un stade assez tempéré du Pléistocène moyen, autour de 600 000, ou quelque chose comme ça. Alors je vous dis tout de suite, je vous ai dit toute mon admiration pour la mandibule de Mauer. Les mandibules, c'est pas marrant. Hein. Il y a des gens qui ont dit que Dieu avait créé le crâne et le diable avait créé les mandibules pour les paléanthropologues. Parce que c'est un os qui est extrêmement variable, qui est extrêmement plastique. Même au cours de la vie d'un individu, la mandibule, elle change pas mal de forme. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe quand on commence à perdre ses dents, mais donc ça change beaucoup. Et puis, dans le fond, sauf cas exceptionnels, comme par exemple, et c'est un peu le cas chez les Néandertals, par exemple, c'est assez difficile d'avoir des caractères diagnostiques qui sont très faciles à utiliser pour classer des fossiles à partir de la mandibule. Et donc, cet Homo heidelbergensis, créé donc c'est le type, hein, donc si on veut... Normalement, si on veut inclure des fossiles dans l'espèce heidelbergensis, il faut se référer à ce type. Encore une fois, c'est assez problématique que ce soit une mandibule. Et donc, depuis la découverte, on a attribué à Homo heidelbergensis différents fossiles. Et vous allez voir que, en fait, la façon dont on a fait ça est assez incohérente, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a... En gros, tous les fossiles du Pléistocène moyen dont on ne savait pas trop quoi faire, on les a mis dans Homo heidelbergensis. Donc c'est devenu un espèce de sac avec tout un tas de choses. Alors d'abord, il y a des fossiles qui sont en fait, qu'on reconnaît aujourd'hui comme des fossiles d'Homo neanderthalensis, de Néandertal très anciens, qu'on a rangés dans Homo heidelbergensis. C'est en particulier le crâne de Swanscombe, c'est vous savez, ces fossiles de Cima de los Huesos en Espagne, là, du gisement d'Atapuerca. Donc, quand ces fossiles ont été décrits par mes collègues espagnols, ils sont empressés de les ranger dans Homo heidelbergensis, avec l'idée que, enfin, c'était ça qui était sous-jacent, que en fait, Homo heidelbergensis, c'était une chrono-espèce de la lignée néandertale. Vous savez, toujours la même histoire, c'est-à-dire on a une lignée évolutive et puis on donne un nom à une tranche chronologique, heidelbergensis, et puis ensuite on a les vrais néandertals qui font suite. Alors, il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier, c'est que la mandibule de Mauer elle-même, qui est le type de heidelbergensis, ne présente pas vraiment de caractère néandertalien très clair. Hein.
Alors on est en train, d'ailleurs on retravaille sur cette question en ce moment. Il y a peut-être quelque chose, mais en tout cas, c'est pas très évident. Et c'est assez logique, dans le fond. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, c'est une mandibule qui a 600 000 ans. Et 600 000 ans, c'est l'âge que l'on donne, au point, en gros, hein, l'âge moyen, plus ou moins 50 000 ans, 100 000 ans, c'est l'âge de la divergence entre la lignée qui mène au Néandertal et la lignée qui mène aux Sapiens. Et donc, vous imaginez que si on trouve un fossile qui date de cet âge-là, ça risque d'être difficile de décider dans quelle voie il est engagé, parce que morphologiquement, il risque de ne pas être engagé du tout, surtout si c'est une mandibule créée par le diable des paléoanthropologues. Et donc, la façon... alors, je vous ai dit, heidelbergensis, on l'a considéré comme une chronoespèce de Néandertal. L'autre façon de considérer heidelbergensis, et ça, c'est quelque chose qui, j'allais dire, qui dure encore aujourd'hui pour beaucoup d'auteurs, c'est de considérer que, ben voilà, vers 600 000, c'est l'ancêtre commun, enfin, de tout ce monde-là. C'est l'ancêtre commun de Sapiens, de Néandertal, des Denisoviens. Alors, ça, ce schéma, c'est un schéma que je montrais il y a quelques années, avant qu'on ne date vraiment le point de coalescence entre la lignée des Sapiens africains et la lignée eurasiatique des Néandertals et des Denisoviens. Qu'on place maintenant voilà, beaucoup plus bas, vers 600 000, 650 000. Hein. Donc vous voyez que ça rend difficile cette position d'ancêtre commun d'Heidelbergensis pour les Sapiens et pour les Néandertals. Et puis alors, l'autre problème qui s'est posé, c'est que pour j'allais dire, solidifier cette hypothèse, on a inclus dans Heidelbergensis des fossiles européens ou africains qu'on a appelés Heidelbergensis et qui étaient des crânes. Mais vous voyez, le problème, c'est comment on arrive à reconnaître un Heidelbergensis sur son crâne si le premier qu'on a découvert et qu'on a nommé Heidelbergensis, c'est une mandibule. Ça, c'est pas du tout évident comme exercice. Enfin, donc, on a longtemps fonctionné sur cette idée que, voilà, il y avait une forme comme ça, primitive, à grand cerveau, avec une face très robuste. Donc, on a là des capacités crâniennes très au-dessus de ce qu'on a chez les Erectus, et qui était l'ancêtre de tout le monde. Voilà. Alors, évidemment, il faut pouvoir passer de cette morphologie faciale, de ces soi-disant Heidelbergensis, dont on n'est pas sûr qu'il faut vraiment les appeler des Heidelbergensis, mais bon, laissons ça de côté pour l'instant. Mais il faut passer de cette morphologie-là, d'un côté au Néandertal et de l'autre côté au Sapiens. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que comment on pouvait passer de cette morphologie à une morphologie de Sapiens? Eh bien, l'idée, c'était que, en fait, ces faces très robustes que je vous ai montrées dans la diapositive précédente, c'était le résultat d'un phénomène d'allométrie, hein, c'est-à-dire d'accroissement de taille avec un changement de forme d'une face qui était une face dominine, qui, si elle avait été plus gracile, aurait pu donner un Homo sapiens. En gros, l'idée, c'est que quand vous augmentez la taille de n'importe quelle partie de l'organisme, et là, en l'occurrence, on parle de squelette, hein, quand vous augmentez la taille, en fait, l'augmentation de taille, ce n'est pas une augmentation à forme égale, ce n'est pas une augmentation isométrique. Hein. Il y a un changement de forme. Alors, il y a une forme d'allométrie que tout le monde connaît, c'est l'allométrie qui se développe au cours de la croissance. Un adulte, ce n'est pas un bébé agrandi, c'est autre chose, ça a changé de forme. Donc, il y a des phénomènes comme ça qui se passent aussi
à l'intérieur d'un groupe quand on passe d'individus très grands à des individus très petits. Les individus très grands, ce n'est pas des individus très petits qu'on aurait agrandis comme ça en les mettant à une échelle différente. Et donc, l'idée qui avait cours, c'est que, dans le fond, si un Homo sapiens avait une face beaucoup plus grande, eh bien, il ressemblerait à un Heidelbergensis. Et donc, du coup, en réduisant un Heidelbergensis, on serait arrivé à un sapiens. Et je vous dis, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on a pu, grâce à la morphométrie 3D, on peut étudier ce phénomène d'allométrie. Pourquoi ? Parce qu'on peut prendre... Alors, on peut regarder ce qui se passe au cours de la croissance, et puis on peut aussi regarder ce qui se passe quand on regarde des individus de taille très différente. Et donc, on peut créer comme ça des trajectoires allométriques qui nous disent ce qui se passe quand la taille change. Et vous voyez que quand vous prenez, alors là, c'est une trajectoire de développement, hein, quand vous prenez un petit néandertalien, petit enfant néandertalien, que vous analysez sa face, que vous analysez un néandertalien un peu plus âgé, puis après plein de néandertaliens adultes, là, la patate rouge, vous obtenez une trajectoire. Et dans le fond, nos Homo heidelbergensis, ils se placent là, ils ne sont pas très différents dans le fond des Néandertals. Et puis, on peut faire la même chose avec des enfants d'âge différents, et puis des hommes, des adultes, et des adultes de taille différente. Et là, on a une trajectoire qui est la trajectoire pour notre espèce. Et donc, on peut, dans le fond, prévoir, on sait le faire, avec un ordinateur, peut produire une forme qui est la forme d'un Homo sapiens qui continuerait dont la face continuerait à grandir. Et donc, on prolonge cette droite et on dit, voilà, on devrait être là, pour être à la taille de Bodo ou de Caboué. Et ça, ces formes-là, on peut les créer, on peut les imprimer en 3D, on peut les représenter dans un ordinateur. Je ne vais pas le faire, mais ce que je vous dis, c'est que c'est très différent de la forme réelle de Caboué et de Bodo. Et donc, les sapiens, ce n'est pas une réduction allométrique d'un Heidelbergensis, mais par contre, on passe assez facilement d'un Heidelbergensis à un Néandertal par une réduction allométrique. Et donc, l'idée que l'on a de plus en plus aujourd'hui, c'est que Heidelbergensis, c'est peut-être plutôt probablement l'ancêtre commun des Néandertaliens et des Denisoviens que l'ancêtre commun des sapiens et des autres. Donc ça, c'est ce vers quoi on s'oriente aujourd'hui. Alors pour finir, je voudrais vous dire quelques mots des Denisoviens aussi, encore une fois, pour vous montrer les problèmes qu'on a à définir des espèces paléontologiques, parce que, bon, là, dans le fond, on a notre Heidelbergensis qui est l'ancêtre de ces formes eurasiatiques, on a notre Homo sapiens. Bon, le problème qui est, qui a été un peu caché sous le tapis depuis la découverte des Denisoviens, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces Denisoviens ? On leur donne un nom d'espèce ou pas, hein ? Et c'est quand on a publié les premiers Denisoviens, à Leipzig, c'était une discussion qui avait lieu, j'allais dire à la cantine, mais c'est vrai, on se demandait vraiment, est-ce qu'il faut créer un nom d'espèce ? Et il y avait des désaccords vifs, et finalement, dans les premières publications, il n'a jamais été question d'un nom d'espèce nouveau. Donc, juste pour rappel, donc, ces Denisoviens, ils ont été découverts dans une grotte qui s'appelle Denisova, qui est dans l'Altaï, et au départ, ils sont représentés par des restes très fragmentaires. Dans le fond, il n'y a pas de morphologie dénisovienne. Ce qu'on a, c'est de l'ADN qui nous montre qu'on a quelque chose qui est différent des Néandertaliens, avec, donc je vous ai dit tout à l'heure, une divergence entre la lignée qui mène aux sapiens et puis celle qui donne les Néandertaliens et les Denisoviens, une divergence ancienne, au-delà de 600 000 probablement.
Et puis ensuite, dans cette branche eurasiatique, une divergence qui est plus tardive entre les Denisoviens et les Néandertaliens autour de 400 000, quelque chose comme ça. Je fais une petite parenthèse. Si l'ancêtre commun des Denisoviens et des Néandertaliens, c'est bien cet Homo heidelbergensis, on a quand même en Afrique, et on se demande ce qu'ils font là-bas, c'est assez difficile à expliquer. Bon. Donc on a ces Denisoviens qui sont connus par, j'allais dire, pas de morphologie, mais de l'ADN, et donc il a fallu attendre pour avoir d'autres découvertes. Donc une de ces découvertes, c'est celle que nous avons publiée en 2019, cette fameuse mandibule de Xiae, découverte au Tibet. Donc là, on est à 2000 km de l'Altaï, hein, et il y a des caractères morphologiques qui rappellent de la denture, qui rappellent un peu les vrais Denisoviens, mais surtout, on a des arguments moléculaires. On a séquencé des protéines dans cette mandibule qui nous montrent qu'on a quelque chose avec un génome qui est proche de nos Denisoviens de l'Altaï. Et puis depuis, on a trouvé de l'ADN de Néandertaliens dans les sédiments de la grotte de Xiae. Donc là, maintenant, on est assez tranquille. Puis il y a d'autres découvertes, enfin non pas à venir, mais à publier. Donc je suis assez convaincu qu'on a bien des Denisoviens. Et je suis même convaincu que, en fait, de nombreux fossiles qu'on a découverts en Chine sont des Denisoviens. Et on a publié en 2021, donc c'était il n'y a pas très longtemps, ce crâne absolument incroyable, extrêmement bien conservé. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de cette découverte, mais c'est un monsieur chinois qui... On remonte à l'occupation japonaise. Hein. On est à Harbin, dans le nord de la Chine, et ils travaillent pour les Japonais. Ils construisent un pont sur une rivière. On ne connaît pas les détails, mais ils trouvent ce crâne. Il le cache, il le ramène chez lui. Et, bon, je ne sais pas exactement le pourquoi et le comment de tout ça, mais ce monsieur cache ce fossile dans un puits. Hein. Donc il le met dans un puits et sa famille, ses enfants savaient qu'il y avait le crâne dans le puits. Hein. Donc ce monsieur, il est mort il y a longtemps. Je ne sais pas si ce sont ses enfants ou ses petits-enfants, mais finalement, ils ont sorti le crâne du puits. Donc ce crâne, il est dans le puits depuis les années 30, on le sort, et c'est le plus beau crâne fossile, je pense, qu'on n'a jamais découvert en Chine, et peut-être pas qu'en Chine, il est vraiment incroyablement bien conservé. Et bon, on n'a pas pu faire de... Je ne pense pas qu'il y ait de l'ADN conservé, enfin, personnellement, j'ai toutes les raisons de penser que c'est le plus beau crâne de Denisovien qu'on a et qu'on n'aura jamais, probablement. Je doute qu'on trouve mieux que ça en conservation. Tout ça pour vous dire qu'on a probablement des Denisoviens en Chine. Donc il est différent d'un Néandertal, mais en même temps, il a quand même des caractères qui rappellent Néandertal, ce qui est normal si c'est le groupe frère des Néandertaliens. Et vous voyez que là, on a commencé à... Ça y est, maintenant, il y a des auteurs, donc les auteurs chinois qui ont publié ce crâne, ils ont voulu donner un nom latin, un nom binominal, un nom linéen à ce crâne. Donc ils l'ont appelé Homo longi. Alors, je pense que le problème qu'on a avec ces dénominations, enfin, il y a un problème de deux ordres. Il y a un problème d'abord qui est lié au fait que là, maintenant, on se rapproche de plus en plus de... Alors, est-ce qu'il faut appeler ça des espèces, des sous-espèces, des dèmes bon. Mais en tout cas, qui se séparent il n'y a pas très longtemps. Parce que là, vous voyez, on est en train de parler de quelque chose qui a divergé des Néandertaliens il y a 400 000 ans. Donc, est-ce qu'on est fondé à créer une espèce nouvelle? Vous allez voir, l'image, enfin, la situation est encore pire que celle que je décris. Puis après, il y a un deuxième problème
qui est que même si on aimerait bien créer un nom d'espèce, moi je pense qu'on va un peu inexorablement être amené à créer un nom d'espèce pour les Denisoviens, le problème c'est que comme on a trouvé en Chine tout un tas de fossiles depuis longtemps et que les gens se sont toujours précipités pour donner des noms latins à ce qu'ils trouvaient, mais il y a des tas de noms, de termes qui ont été créés pour des fossiles qui sont certainement des Denisoviens. Et donc, il y a un problème d'antériorité. Et donc, parce qu'il y a un code international de la nomenclature zoologique, vous ne pouvez pas créer des espèces comme ça, comme vous voulez, surtout si des gens ont déjà créé un nom d'espèce pour la même chose. D'accord ? Et donc, moi, personnellement, je pense que si on va jusqu'au bout de cette histoire d'appeler les Denisoviens avec un nom d'espèce, eh bien, c'est un nom comme Homo mapaensis ou Homo daliensis, qui sont des fossiles chinois, l'homme de Mapa, l'homme de Dali, qui ont été découverts il y a très longtemps et pour lesquels on a créé un terme latin. Donc, je ne pense pas qu'Homo longi aura une postérité très, très longue, en tout cas le terme. Juste pour finir avec les Denisoviens, je vous disais, la situation est encore pire que celle que je décrivais. Pourquoi ? Parce qu'on a étudié beaucoup la distribution du génome denisovien dans des populations actuelles. Et sans rentrer dans beaucoup de détails, ce qu'on voit de la représentation du génome néandertalien dans des populations actuelles, ça nous montre que les Denisoviens, ils n'ont pas vécu uniquement dans l'Altaï, dans le nord de la Chine, mais ils ont vécu probablement sur une grande partie de l'Asie continentale. Donc on retrouve leur génome, en fait, assez peu en Chine, mais beaucoup en Papouasie, en Australie, dans des régions comme ça, premièrement. Et puis surtout, on se rend compte qu'en fait, alors, on ne sait pas trop comment les appeler, parce que dans la littérature anglo-saxonne, on dit Denisovan-like. Donc, c'est presque Denisoviens ou des comme Denisoviens. On se rend compte qu'avec le génome, avec les morceaux d'ADN qu'on arrive à identifier dans le génome d'homme actuel, on peut identifier au sein des Denisoviens au moins 2 branches, probablement 3. Et en particulier, une branche méridionale, les Denisoviens du Sud, si vous voulez. Alors là, pour le coup, on n'a aucun fossile qu'on puisse mettre dans cette boîte-là. Et ces Denisoviens du Sud se seraient séparés des Denisoviens du Nord il y a à peu près 300 000 ans. Ça, c'est l'ADN qui dit ça. Mais vous voyez, je vous ai dit que les Néandertaliens se sont séparés des Denisoviens, et vice-versa, et réciproquement, il y a 400 000 ans. Et là, je suis en train de vous dire, les Denisoviens du Nord et ceux du Sud se séparent il y a 300 000 ans. Donc, c'est pas très longtemps après, en fait, c'est presque tout de suite. Et donc, le jour où on va trouver des Denisoviens du Sud, ils risquent d'être aussi différents des Denisoviens du Nord que les Denisoviens du Nord ne le sont des Néandertals. Et là, on risque vraiment d'avoir un problème, parce que déjà, vous voyez, on hésite à créer un nom d'espèce pour les Denisoviens. Alors, on parle toujours de Denisoviens, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on a quand même un petit problème avec la création de noms d'espèces. Mais là, je pense qu'on va être obligé, je pense que sur l'histoire des Denisoviens du Sud et du Nord, il faudra trouver une autre façon de les dénommer. Donc pour finir, en conclusion, je voudrais juste, pour rassembler un peu ce que je vous ai raconté aujourd'hui, vous dire que ce qui est frappant dans le fond quand on regarde ces phénomènes de spéciation dans l'ensemble des hominines, j'ai essayé de brosser rapidement un tableau de ce qui se passe, mais vous avez compris que c'est un sujet qui est très vaste et il y a des tas de branches que je n'ai pas explorées. Ce qui est frappant, c'est qu'on a dans le fond des radiations évolutives successives avec des espèces qui apparaissent. C'est particulièrement frappant avec les australopithèques, dont vous avez vu que même juste en Afrique de l'Est, on a plusieurs lignées qui coexistent, et je ne parle pas de l'Afrique du Sud. Avec le genre Homo aussi, c'est frappant. Au début de l'évolution du genre Homo, on a plusieurs espèces. Alors, il y en a une seule qui a vraiment
survécu, remplacé toutes les autres, c'est Homo erectus, mais il y en a eu d'autres, et il y en a eu d'autres dans les mêmes régions. Et donc, on a à la fois des spéciations qui sont très rapides, et on peut vraiment se demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans l'écologie, dans le comportement de ces formes pour qu'elles divergent comme ça? Parce que ce sont très souvent, ce sont des spéciations sympatriques. Parce que dans le fond, le fait que les Denisoviens soient différents des Néandertals, j'allais dire, ça trouble personne. Ou que les sapiens évoluaient de façon différente des Néandertals aussi. Pourquoi? Parce qu'on parle de groupes qui évoluent sur des continents différents. D'accord? Mais alors là, le cas de la radiation des australopithèques ou des premiers représentants du genre Homo, c'est pas ça. C'est vraiment de la radiation évolutive avec des spéciations sympatriques. Et quand je parle de spéciation rapide, je fais allusion au fait que c'est une image que j'aime bien montrer, mais on a, dans des temps assez courts, des divergences phénotypiques qui sont quand même très importantes chez les hommes, comparées à ce qui se passe chez d'autres primates comparables, comme les grands singes africains. Donc ça, c'est le chimpanzé nain et le chimpanzé commun séparés par le fleuve Congo. Voilà, au bout de 2 millions d'années, je ne sais pas si beaucoup de gens dans la salle sont capables de me dire lequel est un chimpanzé nain et lequel est un chimpanzé commun, mais ils ont des crânes qui se ressemblent fichtrement. Alors que chez des représentants du genre Homo du Pléistocène moyen, en quelques centaines de milliers d'années, on a des divergences phénotypiques comme ce qu'on a entre Néandertal et Sapiens. Et donc, ça, c'est lié probablement au fait que, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur Erectus, à partir d'Homo erectus, on a des espèces qui couvrent un domaine géographique immense. Vous souvenez-vous ce que je vous ai raconté à propos des loups, le loup indien qui fait 30 kg et le loup canadien qui en fait 80. Donc on a une très très grande diversité d'environnements. Et puis on a probablement d'autres choses qui sont à l'œuvre, la dérive génique, peut-être aussi la culture et la différenciation culturelle entre des groupes. Gardez en tête ce problème de l'anagénèse et des chronoespèces. C'est-à-dire que vous avez vu que constamment, on est en train de se demander si le long d'une lignée, il faut qu'on saucissonne pour créer des espèces différentes. Mais de temps en temps, on a des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qu'on croyait être une anagénèse, en fait, c'en est pas une, parce qu'il y a à un moment donné une bifurcation, une figure en baïonnette, qui montre qu'on a vraiment deux espèces différentes. Et bon, peut-être qu'on aura la chance avec Heidelbergensis, par exemple, de trouver quelque chose comme ça. Et puis, dernier point, alors là, vraiment, s'il y a une chose dont il faut vous souvenir à propos de l'évolution humaine, c'est l'homoplasie. Donc, d'abord, c'est une plaie pour les gens qui veulent faire de la classification et de la phylogénie, parce qu'évidemment, ça obscurcit complètement l'analyse des caractères, mais c'est un phénomène qui est constamment à l'œuvre. C'est-à-dire, les Néandertaliens, les Denisoviens, les Homo sapiens, ils ont tendance à avoir des cerveaux plus gros, indépendamment les uns des autres. Et dans le fond, quand on regarde ce qui se passe chez les représentants du genre Homo, quand on regarde ce qui se passe chez les australopithèques, quand on regarde ce qui se passe chez les paranthropes, tout le temps, on trouve ça. C'est-à-dire l'acquisition de caractères de façon indépendante par des lignées, et donc le partage de ces caractères ne nous dit rien en fait du degré de parenté de ces lignées. Enfin, on sait qu'elles ont une parenté, évidemment, elles ont un ancêtre commun quelque part, mais ce n'est pas des vraies synapomorphies. Voilà, je vous remercie. La prochaine fois, qui n'est pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, on fera disparaître toutes ces espèces.